Oui, bonjour et bienvenue à cette conférence qui s'appelle ce qu'on ne vous dit pas sur ChatGPT, une exploration du futur de ChatGPT et des risques associés. Pour commencer, je vais vous dire un petit peu qui je suis. Je m'appelle Shaiman Turler. J'ai notamment une chaîne YouTube qui s'appelle Le Futurologue et un podcast qui s'appelle Le Futurologue Podcast où je fais des vidéos et des interviews sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, notamment l'intelligence artificielle sur laquelle je suis totalement focalisé maintenant et depuis 2 ans. En réalité, avant, je parlais sur ces deux plateformes je parlais de sujets totalement divers et variés, mais il y a plus ou moins 2 ans, j'ai vraiment pris conscience de l'importance cruciale que va avoir l'intelligence artificielle pour le futur. Elle va être beaucoup plus importante que ce que je ne pouvais le penser avant. Je m'y intéressais déjà depuis plusieurs années, mais j'avais pas pris conscience de l'ampleur que ça allait avoir. Donc c'est pour ça que je me suis complètement focalisé sur l'IA il y a 2 ans. Commençons par le début. Qu'est-ce que c'est ChatGPT, puisque c'est le thème de la conférence? Déjà, c'est un chatbot. Ça veut dire que c'est comme si on communique avec ses amis par WhatsApp ou par n'importe quelle messagerie, sauf qu'à la place de communiquer avec un humain, on communique avec une machine qui nous répond et qui peut répondre des choses très surprenantes, comme on va le voir. C'est aussi une révolution anthropologique, parce que comme je le disais, si j'ai décidé de me focaliser sur l'intelligence artificielle, c'est pas juste parce que je trouve ça fun ou cool, mais bien parce que je pense qu'on est là face à un des enjeux stratégiques du XXIe siècle les plus importants, une véritable révolution anthropologique, et j'entends bien vous le démontrer ce soir. Aussi, on va parler des grands modèles de langage de façon plus générale et pas que de ChatGPT. Donc les LLM pour Large Language Model, et pas que de ChatGPT qui est juste un type de LLM particulier. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement ChatGPT? Il peut faire beaucoup de choses. Il peut résumer des articles, recommander des lectures, écrire des poèmes, faire des dissertations de philosophie, répondre à vos emails, créer des messages d'anniversaire, traduire des livres. Et là, c'est vraiment seulement quelques applications parmi l'ensemble de ce qu'il est capable de faire. Ce qui est vraiment fou avec ça, c'est que une seule intelligence artificielle peut finalement faire un nombre de tâches extrêmement grand. Là où avant on avait des intelligences artificielles qui étaient beaucoup plus spécialisées sur une tâche particulière, on y reviendra. Justement, quand on se demande à quoi va ressembler le futur de ChatGPT, il semblerait qu'une des voies que va prendre ce genre d'intelligence artificielle, et qu'est déjà en train de prendre ce genre d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle la généralité. Et la généralité, c'est grosso modo la diversité de tâches qu'est capable d'accomplir une machine. Là où, par exemple, avant, il fallait une machine pour détecter des cancers, mais c'était pas du tout la même machine qui allait détecter un autre type de maladie. Aujourd'hui, on peut avoir des machines comme ChatGPT qui sont à la fois capables de répondre à des mails, de faire des poèmes, alors qu'avant, ça aurait été deux types d'intelligence artificielle complètement différentes. Donc on voit que l'éventail finalement de tâches sur lesquelles elle peut travailler est beaucoup plus grand que par le passé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette généralité, c'est un spectre. C'est pas juste, on a des IA qui sont générales ou des IA qui ne le sont pas. Il peut y avoir des IA qui sont plus ou moins générales, et en ça, ChatGPT aujourd'hui est beaucoup plus général que les IA d'avant, et est probablement moins général que les IA de demain. Cela dit, on peut quand même parler d'IA générale de façon un peu plus binaire pour parler d'une IA qui aurait vraiment toutes les capacités qu'a grosso modo un humain. Et ça, c'est une généralité. Quand on parle d'IA générale, généralement, on entend ce type de généralité-là. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la généralité, c'est vraiment un concept fondamental pour comprendre le paradigme actuel, parce que c'est vraiment le fondement du paradigme actuel. Avant, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on entraînait des intelligences artificielles sur des tâches très précises et très utiles. Typiquement, on entraîne une IA à détecter des cancers. Aujourd'hui, on fait le contraire. On entraîne des IA sur des tâches complètement inutiles, comme prédire le prochain mot. ChatGPT, grosso modo, c'est principalement ça qu'il fait quand il essaye de nous répondre. Donc en soi, ça n'a aucune utilité, mais cette tâche inutile, finalement, permet de faire un éventail de tâches extrêmement utiles. Donc ça, c'est vraiment un grand changement. On est vraiment passé à ce qu'on appelle des modèles de fondation, des modèles qui servent pas à grand-chose, mais qui vont pouvoir servir de fondation pour tout un tas d'autres applications. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus on avance dans les progrès de l'intelligence artificielle, plus les modèles sont généraux. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des nouveaux modèles qui en sortent, et il en sort à une vitesse absolument hallucinante, et bien chaque modèle est généralement plus général que le précédent, c'est-à-dire est capable de faire plus de choses que la version d'avant. On peut lui faire plus de choses.
Pourquoi aussi, c'est aussi général, c'est parce que prédire le prochain token est une tâche très générale. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne un peu ChatGPT. Comme j'ai dit, ChatGPT essaye de prédire le prochain mot, mais il essaye pas vraiment de faire ça. Il essaye plutôt de prédire le prochain token, qui peut être des sortes de groupes de mots, ou bien des mots ou des bouts de lettres. Enfin, il ne représente pas la langue de la même façon que nous, avec des mots strictement séparés comme dans notre langue à nous. Mais grosso modo, pour vulgariser, on peut dire qu'il prédit le prochain mot. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on essaye de prédire le prochain mot, bah finalement, on peut faire une variété de tâches qui est très très grande. Par exemple, si on veut écrire une étude scientifique, qui paraît être une tâche extrêmement élevée dans le domaine de la difficulté que ça demande, bah si on est vraiment très fort à prédire le prochain mot, et puis que l'utilisateur rentre le titre d'une étude scientifique, bah, théoriquement, on peut la compléter et on a une étude scientifique qui s'écrit. Évidemment, ça, c'est genre des capacités qu'on n'a pas encore, quoique on commence à les avoir, mais qu'on n'a pas encore tout à fait aujourd'hui. C'est pour montrer la variabilité que ça peut avoir. Des choses comme écrire des poèmes, écrire du code, etc. Tout ça, prédire le prochain token, ça permet de le faire. Le deuxième grand paradigme après la généralité, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. C'est-à-dire qu'avant, on avait justement des IA qui traitaient le langage principalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des IA qui sont aussi entraînées sur l'audio, sur les images, sur la vidéo. De plus en plus, les IA vont pouvoir prendre en entrée des vidéos, en ressortir des images et inversement, enfin traiter toutes ces différentes modalités justement, autant en entrée qu'en sortie, ce qui va permettre tout un tas d'avancées en plus. Et c'est pour ça qu'on devrait peut-être arrêter de parler de Large Language Model, LLM, grand modèle de langage, pour plutôt parler de Large Multimodal Model, étant donné que maintenant c'est vraiment des modèles qui, la plupart du temps, sont plus fondés uniquement sur le langage, mais vraiment sur tout un tas d'autres modalités, et ça implique quand même des choses tout à fait importantes, comme on va le voir. Une autre grande catégorie de ce à quoi on peut s'attendre, c'est la diffusion dans l'économie. Dans tous les secteurs, finalement, ces machines vont se diffuser petit à petit. C'est-à-dire que, pour l'instant, on a surtout fait une avancée qui est technologique, mais cette avancée technologique n'a pas encore eu le temps de se diffuser parfaitement, d'être incorporée parmi toutes les entreprises dans leurs produits, où on n'a pas exploité à son plein potentiel la technologie qu'on a créée. Et a priori, ça va continuer donc à se diffuser dans l'économie. Dans la médecine, il y a de plus en plus, par exemple, de chatbots médicaux avec lesquels on peut discuter, qui peuvent faire des pré-diagnostics. Dans la traduction, maintenant on arrive à des niveaux de traduction qui sont relativement proches de ceux de l'humain, voire meilleurs dans certains cas. Donc ça va énormément se diffuser dans ce secteur-là. Dans l'éducation, il y a de plus en plus de réflexions pour faire des tuteurs IA qui permettraient de faire une éducation personnalisée. Dans l'assistance client, il y a vraiment plusieurs cas ces derniers mois d'entreprises qui ont viré des centaines de salariés pour les remplacer par des assistants clients fondés sur des grands modèles de langage comme ChatGPT. Et a priori, ça va continuer. Dans les jeux vidéo, par exemple, tous les personnages qu'on rencontre quand on joue à un jeu vidéo qui avant avaient des réponses très codifiées, maintenant ils vont pouvoir on va pouvoir discuter avec eux comme si c'était des vrais humains qui nous parlent vraiment de façon originale et pas simplement en suivant une structure préétablie. Dans la correction d'orthographe, etc. Enfin vraiment, je peux pas citer tous les secteurs de l'économie, il n'y a pratiquement aucun secteur qui n'est pas touché, c'est assez impressionnant. Plus on découvre ce dont est capable cette technologie, plus on découvre aussi toute la diffusion qui est en train de se faire et qui va continuer à se faire dans le futur. Une autre chose à laquelle on peut s'attendre pour le futur de ChatGPT, c'est une amélioration des performances. C'est-à-dire que, par exemple, d'un point de vue de la puissance de calcul, qui devrait permettre d'augmenter les performances, a priori, on n'est pas au bout de quoi que ce soit. Il y a encore des avancées qui peuvent être faites simplement en rajoutant de la puissance de calcul, en mettant plus d'énergie, plus de puissance de calcul. Il y a aussi plein
de nouveaux paradigmes de puissance de calcul qui sont en train d'émerger, qui devraient permettre d'améliorer ça dans le futur. La puissance de calcul, qui est vraiment un fondamental pour améliorer les performances de l'IA, devrait continuer. La quantité et la qualité des données, c'est relativement pareil, même si c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est-à-dire que généralement, plus on a de données, il faut se dire qu'une IA comme ChatGPT, elle est entraînée sur quasiment l'entièreté d'Internet. Donc la quantité de données qu'elle absorbe est vraiment délirante. Et du coup, on peut se dire, il y a un problème, si elle est entraînée sur l'entièreté d'Internet, quelles nouvelles données on va lui donner maintenant pour qu'elle puisse continuer à s'améliorer si elle a déjà tout ingéré? Il y a plusieurs solutions, par exemple des données synthétiques, même si ça fonctionne pas très bien pour l'instant. Ça serait l'idée de faire générer par l'IA de nouvelles données qui pourraient servir à son propre entraînement. Il y a d'autres idées, comme par exemple tout le paradigme de la robotique, dont on va parler après. Et étant donné que les robots vont se diffuser de plus en plus, ça va être une grande manne de données sur le monde physique qu'on va pouvoir donner à ces intelligences artificielles pour qu'elles deviennent plus intelligentes, plus performantes. Et quelque chose qui va beaucoup améliorer les performances aussi, c'est toutes les améliorations algorithmiques qui ont été faites et qui sont en train de se faire encore. Il y a vraiment plein de propositions pour améliorer d'un point de vue purement algorithmique ces machines pour que les performances soient encore meilleures dans le futur. Et a priori, on n'est vraiment pas au bout de toute l'ingéniosité qu'on va pouvoir mettre pour trouver de nouvelles façons d'améliorer ces algorithmes. Il faut se dire aussi qu'il y a un investissement qui est absolument colossal dans l'intelligence artificielle ces derniers temps. Il y a eu aux États-Unis le projet Stargate qui a annoncé plus de 500 milliards d'investissements. Emmanuel Macron, la France, ils ont renchéri avec 109, enfin pas renchéri du coup, mais ils ont quand même proposé 109 milliards d'investissements. C'est quand même tout à fait considérable. Et plein de pays à travers le monde font pareil. C'est vraiment des centaines de milliards qui sont investis dans cette technologie. Donc les investisseurs attendent aussi du rendement et a priori c'est pour ça qu'on peut attendre des progrès qui sont quand même ultra rapides. C'est ce qu'on voit depuis 2 ans et a priori on est très loin d'un plateau ou d'un arrêt des performances. Au contraire, tous les éléments qu'on a devant nous font penser que ces modèles vont continuer à s'améliorer et quelles sont les conséquences de cette continuation de l'amélioration, c'est ça qu'on va explorer par la suite. Une autre grande tendance qu'on va pouvoir voir dans les prochaines années avec l'avancée de ChatGPT, c'est ce qu'on appelle la matérialité. C'est-à-dire que ces assistants virtuels, finalement, vont de plus en plus s'incarner dans différentes formes matérielles. Par exemple, des avatars sur smartphone. Là, par exemple, c'est un avatar de l'application Replica qui permet d'échanger avec des gens comme si c'était, avec du coup un assistant, mais comme si c'était notre petite copine, notre sœur, si c'était un membre de la famille, un psychologue, etc. On va pouvoir personnaliser son petit avatar sur smartphone pour avoir une vue graphique en plus d'échanger avec la personne. Et un autre truc dans ce type de matérialisé, ça va être tout ce qui est réalité virtuelle. Il y avait une vidéo que j'ai trouvée particulièrement poignante où il y a une maman qui a perdu son enfant en fait, et ils ont repris l'entièreté des données qu'ils avaient sur son enfant quand elle communiquait avec lui, etc., pour entraîner un modèle là-dessus. Ils ont recréé son avatar de façon virtuelle, etc., pour le mettre dans une réalité virtuelle. Et du coup, on voit sur la vidéo la maman mettre son casque de réalité virtuelle et elle voit son enfant, elle peut communiquer avec lui. C'est aussi une modalité de communication avec les machines, disons, qui va au-delà de simplement discuter avec son smartphone. Aussi des petits hologrammes. Là, c'est un exemple d'hologramme d'une société japonaise. Il y a le petit hologramme qui nous attend à la maison, qui va pouvoir communiquer avec nous, qui va pouvoir gérer les différents trucs qu'on a dans la maison, nos frigos, ou frigos connectés, ou des trucs comme ça. Les bornes du McDo, exemple totalement insolite, mais j'ai vu que il y avait de plus en plus de fast-food qui étaient en train de remplacer, par exemple, les personnes qui prennent nos commandes lorsqu'on commande de la nourriture par des assistants du genre avec une voix synthétique. Et au lieu d'échanger avec un humain, du coup, on échange avec une machine qui prend la commande à notre place. Et du coup, là, la matérialité, elle se fait par la voix. Des appareils spécialisés pour l'intelligence artificielle.
Des toilettes, ça j'ai mis ça parce que j'ai récemment lu un livre qui s'appelle Smart Poop, que je vous conseille vraiment, c'est génial. Et à la fin, on finit avec des personnes qui discutent avec leurs toilettes qui analysent leur caca pour savoir s'ils ont telle ou telle maladie. Et vraiment, ça paraît absurde dit comme ça, mais dans l'histoire, on voit vraiment que les personnes nouent des relations avec leurs toilettes et c'est absolument magnifique. Donc peut-être que c'est ça le futur qui nous attend. Dans les voitures aussi, hein, on voit de plus en plus les derniers modèles de voitures qui mettent des petits assistants avec lesquels on peut communiquer directement pour régler telle ou telle chose, régler le chauffage, changer de mode ou quoi que ce soit, au lieu d'avoir des écrans, des boutons, etc. Ça se fait de plus en plus par la voix. La voiture à qui on parle, on va lui dire je veux aller là, programme un itinéraire, etc. Mais la voiture qui nous comprend de plus en plus. À l'intérieur de jouets aussi, ça se fait de plus en plus, des modèles de langage qui sont intégrés à des jouets, ce qui fait que les enfants peuvent directement parler avec leurs jouets, et leurs jouets vont pas juste pouvoir répéter des phrases préenregistrées comme ça pouvait être le cas avec les jouets précédents, mais vraiment communiquer avec l'enfant, leur dire des trucs, etc. Ce qui peut créer des relations et potentiellement poser des problèmes éthiques dont on parlera. Et un grand paradigme aussi, c'est tout ce qui concerne les robots humanoïdes particulièrement, qui sont vraiment en train de se développer à une vitesse assez fulgurante aussi. On commence à atteindre en fait une sorte de point d'inflexion où les robots commencent à être assez performants pour vraiment, là aussi, se diffuser dans l'économie. Il y a de plus en plus de ces robots humanoïdes, par exemple, qui sont concrètement mis en place dans des chaînes de construction de voitures ou ce genre de choses. Et à terme, le but de ces fabricants de robots, c'est vraiment qu'ils soient un peu partout, qu'ils nous aident dans toutes les tâches quotidiennes, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Et comme je l'ai dit, ces robots ils vont aussi permettre d'accumuler une quantité de données absolument pharaonique sur le monde alentour avec l'entièreté des capteurs qu'ils ont, ce qui va permettre en retour de grandement améliorer les intelligences artificielles. Alors, il y a une entreprise qui s'appelle Figure, qui est une des principales entreprises en robotique humanoïde. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on va sur leur site, ils se présentent pas comme une entreprise de robotique, ils se présentent comme une entreprise d'IA qui utilise la robotique pour avoir plus de données. Et donc ça dit quelque chose du paradigme dans lequel on rentre, où les robots vont aussi être très très utiles pour récolter plus de données et améliorer les performances des IA. Bien sûr, encore une fois, il y a beaucoup d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Un dernier paradigme auquel on peut s'attendre, quand on parle des évolutions que va connaître ChatGPT, c'est tout le paradigme de l'agentivité, et c'est probablement un des paradigmes les plus importants dont j'ai parlé jusqu'ici. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire au lieu d'avoir simplement un ChatGPT ou un autre grand modèle de langage avec lequel on va communiquer, ce grand modèle de langage, on va le mettre à l'intérieur d'une architecture cognitive. On parle aussi de scaffolding ou bien d'échafaudage. Et ce que va permettre cette architecture cognitive, c'est grosso modo que l'IA, au lieu d'être cantonnée à un simple truc de messagerie, va pouvoir interagir avec l'ordinateur, va pouvoir prendre le contrôle de l'ordinateur pour réserver des vacances sur un site, pour réserver un restaurant, etc. C'est les premiers cas d'utilisation qui nous viennent en tête. Mais à terme, si cette agentivité est suffisamment avancée, on peut s'imaginer que l'intelligence artificielle puisse prendre le contrôle de l'entièreté de l'ordinateur et faire plus ou moins n'importe quelle tâche qu'un humain est capable de faire sur un ordinateur. Et ça a une conséquence vraiment impressionnante quand on y pense, c'est que finalement, la plupart des tâches cognitives que font les humains sont aujourd'hui sur ordinateur, pour ne pas dire toutes. J'ai pas d'idée en tête de tâches cognitives qui aujourd'hui ne se fait pas sur ordinateur. Et donc une intelligence artificielle suffisamment avancée avec les améliorations de performance qu'on a vues avant, couplées à ces architectures cognitives qui vont vraiment permettre aux IA de prendre possession de l'ordinateur, pourrait vraiment permettre d'automatiser la plupart des tâches cognitives, c'est-à-dire la plupart de l'économie actuelle. Et ça a aussi des impacts assez importants qu'on va voir par la suite. C'est vraiment un domaine qui est en plein essor. Aujourd'hui, les agents fonctionnent pas particulièrement bien. Il y a déjà des résultats prometteurs, mais c'est un domaine dans lequel, là aussi, il y a des investissements absolument gargantuesques et qui connaît des évolutions presque tous les jours. Quand on s'intéresse aux avancées en IA,
En tout cas, dans les 2 dernières semaines, typiquement, je pense pas qu'il y a un seul jour où il n'y a pas eu des avancées sur les agents qui sont quand même relativement notables. Donc, a priori, c'est vraiment un paradigme qui va faire que grandir. Et c'est vraiment ça, le changement avec l'agentivité, c'est qu'on commence à avoir des IA qui sont capables de faire toutes les tâches humaines, là où des modèles comme les grands modèles de langage classiques pouvaient juste automatiser les tâches qui pouvaient être faites à travers une interface de discussion ou de la prédiction de texte. Là, on a beaucoup plus des grands modèles de langage qui deviennent des sortes de moteurs d'intelligence qu'on va mettre à l'intérieur d'un corps, d'une architecture cognitive qui va lui permettre d'interagir avec le reste. Et donc le nombre de tâches et la diversité de choses que pourra faire l'IA sera beaucoup plus grande. Finalement, on va passer du coup à toute la partie plus risque. Là, on a vu à quoi pourrait ressembler l'IA dans les prochains mois et les prochaines années. D'un point de vue des risques, évidemment, tout ça amène à beaucoup de risques, n'empêche, qu'on va essayer de développer un petit peu jusqu'à la fin de cette conférence. À la fin, j'ai quand même prévu une slide sur les solutions pour que vous sortiez pas trop déprimés quand même. Le premier des grands risques, c'est la discrimination. Par exemple, quand on va dire à ChatGPT de traduire un texte depuis l'anglais vers le français, en mettant par exemple dans ce texte « de docteur », donc qui n'est pas un terme genré en anglais, qui peut aussi bien vouloir dire un docteur qu'une doctoresse, eh ben, ChatGPT va quasi systématiquement le genrer au masculin. Et inversement avec The Nurse, qui veut dire l'infirmière, ChatGPT va quasi systématiquement le genrer au féminin, plutôt que de dire l'infirmier. Et donc ça peut entraîner des discriminations du fait là d'une traduction qui va être systématiquement genrée dans un sens, mais ça peut en entraîner d'autres. Typiquement, par exemple, le fait que, en apprentissage automatique, donc en intelligence artificielle finalement, on a 80% des informaticiens qui sont des hommes. C'est vraiment massif, c'est un domaine qui est vraiment... il y a peu de secteurs de l'économie qui ont autant d'hommes que ça. Et par contre, 80% des chatbots, donc des grands modèles de langage et des assistants avec lesquels on interagit, ont des noms féminins. Donc ça montre aussi qu'il y a des gros biais, typiquement ici, des biais sexistes. Il faut aussi dire que généralement, les chatbots, quand ils sont représentés physiquement, c'est souvent à travers des apparences de jeunes femmes stéréotypées, typiquement comme l'image que j'ai mis, qui est une vraie image, que j'ai pas inventé, ou le petit avatar que je vous ai montré avant dans la partie sur la matérialité, qui est vraiment la petite assistante en mini-jupe qui se met en marche quand on arrive à la maison et qui va gérer tout notre foyer avec une voix super aiguë en plus dans la pub. Donc vraiment, ça reprend tous les stéréotypes. Et évidemment, bon là je donne quelques exemples sur le sexisme, mais il en va de même pour d'autres discriminations. Par exemple, il y a quelques années... quelques années je dirais, il y a une intelligence artificielle de Google qui avait fait polémique parce que elle était incapable de reconnaître les hommes noirs, et quand on lui demandait de décrire un homme noir sur une image, elle disait systématiquement que c'était un gorille. Donc voilà le genre de trucs dans lesquels on peut arriver. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ces intelligences artificielles, elles sont de plus en plus utilisées dans des services très critiques, comme par exemple les allocations familiales, qui c'est qui va décider qui fait quoi, dans la police prédictive, qui est-ce qu'il faut arrêter, dans quel quartier il faut dispatcher les policiers pour avoir une meilleure couverture des crimes, etc. Et ça, c'est des intelligences artificielles qui sont... particulièrement problématique, c'est très problématique d'avoir des discriminations dans ces IA, étant donné qu'elles prennent de plus en plus de décisions à nos places, et ces décisions peuvent être des décisions discriminantes. Pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça? C'est principalement à cause de leurs données. C'est-à-dire que, comme je dis, la plupart du temps, on va entraîner l'IA sur les données d'Internet. On va aussi entraîner l'IA sur les données de notre société actuelle. Et notre société actuelle étant pleine de discrimination, ces discriminations vont généralement se perpétrer à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, les IA génératives, donc les IA qui génèrent des choses comme ChatGPT, vont amplifier les biais de leurs données. Donc non seulement elles les reproduisent, mais elles les amplifient.
évidemment, ça contribue à perpétrer les discriminations qu'on connaît dans notre société. Là, typiquement, j'ai mis un exemple d'intelligence artificielle qui travaillerait en ressources humaines. Si l'intelligence artificielle est entraînée avec des données d'entreprise actuelles, typiquement si elle est entraînée avec les données d'entreprise dans le numérique, peut-être qu'elle va continuer à perpétrer le fait qu'il faut 80% d'hommes dans les prochains recrutements, alors que c'est pas forcément ce qu'on veut, simplement parce qu'il y a 80% d'hommes auparavant. C'est dans les données. C'est bien plus compliqué que ça, mais c'est pour donner un exemple concret. Un autre danger qu'il peut y avoir avec ces IA, c'est tout ce qu'on appelle les hallucinations. C'est-à-dire que les hallucinations, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est que l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, ces grands modèles de langage sont entraînés à prédire le prochain mot. Et prédire le prochain mot, ça ne veut pas forcément dire la vérité finalement. On peut tout à fait prédire un prochain mot sans dire quelque chose qui est concrètement vrai. Par exemple, si je dis en quelle année Albert Einstein a reçu le prix Nobel de littérature, un mot qui est très probable, c'est de donner une date. C'est pas de dire non, cette information n'existe pas. C'est un mot finalement relativement peu probable à une question. Quand des gens posent des questions sur Internet, la plupart du temps, ils obtiennent des réponses aux questions. Ils n'obtiennent pas des non, cette information n'existe pas, il n'a jamais eu de prix Nobel en littérature. Donc il va falloir entraîner le modèle pour lui apprendre un peu la vérité, mais c'est pas le modèle de base ne la connaît pas, il essaie juste de produire ce qui est probable. Et ça, contribue à pouvoir produire des données qui sont complètement fausses, ce qui fait que si nous on utilise l'intelligence artificielle comme un moteur de recherche par exemple, on risque d'apprendre des données qui sont fausses, et on risque aussi peut-être de transmettre des fausses informations sans s'en rendre compte, parce que de plus en plus de personnes utilisent ces IA par exemple pour produire des posts pour les réseaux sociaux, pour écrire des scripts de vidéos YouTube, ou ce genre de choses. Est-ce que si ces informations ne sont pas vérifiées, elles peuvent être complètement fausses et très véridiques. Enfin, elles peuvent sembler très réelles. Et il y a une grande confiance dans ce qu'elle dit, alors que les données peuvent être complètement fausses. Un très bon exemple de ça, c'est un avocat canadien qui a été réprimandé pour avoir cité des cas de jurisprudence inventés par ChatGPT. Donc il avait vraiment une affaire à traiter, et pour trouver des cas de jurisprudence à donner, il a tapé ça sur ChatGPT, il a déclaré ça, et ces cas de jurisprudence n'existaient que juste complètement pas. Donc là on voit que ça pose un souci quand on comprend pas les limites de l'intelligence artificielle, il peut y avoir ce genre de problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que ces fausses informations, elles sont données de façon extrêmement confiante. Vraiment, l'intelligence artificielle, quand elle va vous dire la date du prix Nobel de littérature d'Albert Einstein, elle va pas hésiter une seconde, elle va dire c'est cette année-là, etc., alors qu'il n'a jamais eu de prix Nobel de littérature. Et finalement, que ce soit une information fausse ou une information vraie, elle va vous donner avec le même niveau de confiance. Et comme on l'a vu, il y a de plus en plus de diffusion dans l'économie de ces modèles, et s'il y a des hallucinations dans ces modèles, cette diffusion dans l'économie, elle risque d'aggraver ce risque d'hallucination. Par exemple, ces modèles, comme on l'a vu, sont de plus en plus intégrés dans des robots. Si les robots commencent à avoir des sortes de boucles de réflexion hallucinatoires, ça donne des résultats qui sont probablement pas très chouettes. Un autre grand risque que posent ces intelligences artificielles, c'est tout ce qui touche à la désinformation. La désinformation, c'est pas quelque chose de nouveau, mais avec l'IA, il y a quand même quelque chose d'assez fou qui se passe, c'est que ça rend la désinformation beaucoup moins chère et beaucoup plus réaliste. Donc c'est pas une différence de nature, la désinformation a toujours existé et probablement qu'elle existera toujours, mais par contre c'est vraiment une différence de degré qui est absolument massive. Là où avant la désinformation pouvait coûter relativement cher, aujourd'hui on peut faire de la désinformation beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concrète, avec beaucoup moins de moyens. Et donc ça devrait amener à une explosion de la désinformation, ce qui est déjà ce qu'on voit un peu depuis l'apparition de ces modèles. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que déjà aujourd'hui, on le voit, les réseaux sociaux sont de plus en plus inondés de faux articles, de discussions et d'opinions indiscernables des vrais, malgré qu'ils soient complètement faux. De plus en plus, quand on interagit avec des utilisateurs sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible que ce soit des intelligences artificielles derrière. De plus en plus, quand on lit des articles, c'est possible que ces articles aient été écrits par des IA, soit pour faire de la désinformation, soit juste pour faire de l'argent, et les gens s'en foutent complètement de la véracité de ce qu'ils disent dans l'article. Donc ça, c'est des choses qu'on voit déjà aujourd'hui et qui devraient continuer à se développer.
Et cette intelligence artificielle, elle peut produire des fake news, donc des informations complètement fausses, mais elle va aussi surtout contribuer au phénomène des mute news. Et ça, c'est peut-être encore plus grave que les fake news. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de désinformation, la plupart des gens pensent que ça se fait en diffusant des informations fausses. Et finalement, pas tant que ça. Aujourd'hui, la plupart de la désinformation moderne se fait à travers les mute news, c'est-à-dire à travers le fait de détourner l'attention des sujets qui importent. Et l'intelligence artificielle va vraiment permettre d'accentuer ce paradigme, parce qu'elle va pouvoir produire une quantité d'informations absolument phénoménale et mettre Internet sous une avalanche de contenu généré par IA en pouvant s'aborder complètement des sujets pourtant cruciaux sur lesquels on devrait beaucoup plus investiguer aujourd'hui. Un autre risque qui peut paraître un peu étonnant, c'est tout ce qui touche aux pandémies artificielles. Alors quel est le lien entre un grand modèle de langage et une pandémie? Et qu'est-ce que c'est une pandémie artificielle? Ça peut paraître étonnant. Mais de plus en plus, ces grands modèles de langage peuvent aider des neuroscientifiques à créer des armes biologiques surpuissantes. Ils peuvent suggérer des agents pathogènes, expliquer comment les générer à partir d'ADN synthétique, fournir les noms d'entreprises de synthèse d'ADN peu susceptibles de filtrer les commandes, identifier des protocoles détaillés, etc. Il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus. D'ailleurs, OpenAI, par exemple, qui est l'entreprise derrière ChatGPT, a elle-même des tests en interne pour voir à quel point ces IA permettent d'aggraver finalement le risque de pandémie artificielle, donc des pandémies qui seraient causées par des agents pathogènes directement créés par l'humain, modifiés en laboratoire ou par des bioterroristes ou ce genre de choses. Et récemment, un des derniers modèles est passé en niveau de risque moyen, alors qu'avant tous les modèles précédents étaient en niveau de risque faible sur ce risque particulier. Aujourd'hui, c'est dans un niveau moyen. Et c'est même dans un niveau moyen pour tous les risques CBRN, donc tout un tas d'autres risques aussi liés par exemple au nucléaire, à d'autres risques du genre. Donc, on voit que ça ne se limite pas qu'aux pandémies artificielles, mais c'est un exemple de ce que les LLM peuvent faire de plus en plus. D'un point de vue de la cybercriminalité, il y a aussi des risques relativement similaires. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va permettre de trouver de nouvelles vulnérabilités avec beaucoup moins de compétences et beaucoup moins de temps. Et aussi de faire de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que avant, généralement, quand on essaye de pirater quelqu'un ou une infrastructure, une entreprise ou quoi que ce soit, on essaye on peut le faire à travers le fait de voir s'il y a des problèmes dans le code informatique, des vulnérabilités dans lesquelles on pourrait s'engouffrer. Mais il y a souvent une vulnérabilité qui est beaucoup plus facile à attaquer que les autres, c'est l'humain. C'est de faire de l'ingénierie sociale, de trouver des gens, par exemple, à l'intérieur de l'entreprise et de les manipuler pour qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Par exemple, nous faire des virements ou des choses comme ça. Et typiquement, l'intelligence artificielle est extrêmement forte à ça. Elle atteint des niveaux de persuasion qui sont plus grands que les humains avec du texte aujourd'hui. Elle pourrait tout à fait convaincre pour un montant très faible des humains à faire telle ou telle chose. Elle peut écrire des mails pour faire des attaques massives par mail ou ce genre de choses de façon beaucoup plus convaincante et avec beaucoup moins de ressources que ce qui se faisait jusque-là. Il y a aussi tout le paradigme de la réplication et de l'adaptation autonome qui peut être assez effrayant. C'est le fait que de plus en plus les intelligences artificielles pourraient se comporter finalement un peu comme des virus informatiques qui se diffuseraient de machine en machine, exactement comme des virus mais adaptatifs, qui pourraient changer concrètement d'un appareil à l'autre afin de ne pas se faire détecter, qui pourrait peut-être même s'améliorer d'un point de vue des compétences et qui pourrait amener à des crises à plus grande échelle. Il y a aussi le fait que, comme on l'a dit, ça amène une sorte d'arme de destruction massive dans le domaine virtuel. Ça ouvre aussi à tout un tas de gens qui ne savaient pas forcément coder ou bien savaient coder mais disons pas à un niveau assez bon pour faire des attaques. Tous ces gens aujourd'hui peuvent le faire et demain pourront le faire encore plus à des niveaux complètement fous.
Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nos sociétés sont vraiment complètement dépendantes d'Internet. Donc des attaques informatique généralisée pourrait vraiment mettre à mal l'entièreté de la société. C'est pas juste Internet qui va en pâtir, mais c'est par exemple tous les flux logistiques qui aujourd'hui sont gérés par Internet. Par exemple, la livraison de cathéters dans les hôpitaux, la livraison de farine dans les supermarchés. Tout ça, c'est des trucs qui sont gérés par Internet. Et si Internet a des failles critiques, ça pourrait poser des gros problèmes dans la vie concrète. Il y a aussi tout un tas de problèmes au niveau des droits d'auteur qu'on voit de plus en plus ces temps. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment parce que OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT, a sorti un modèle de génération d'images qui permet de faire des choses que les anciens modèles ne permettaient absolument pas. Et typiquement de prendre des photos, n'importe quelle photo, et de pouvoir les transformer en version, par exemple, du studio Ghibli, qui est un studio d'animation japonais assez connu. Il y a vraiment une avalanche de photos dans le style du studio Ghibli sur les réseaux sociaux, et dont le créateur d'ailleurs déteste l'intelligence artificielle et dit que c'est vraiment une honte, une insulte à la vie. Et donc ça pose une question, à quel point est-ce qu'une intelligence artificielle qui reproduit finalement un style qui existe depuis longtemps, on pourrait dire que c'est du plagiat, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour arriver à ce résultat, l'intelligence artificielle s'est entraînée sur des photos dans ce style et dans tous les autres styles, sur des images qui sont protégées par le droit d'auteur. Donc est-ce que c'est vraiment OK de faire ça, d'entraîner des IA sur des données protégées par le droit d'auteur? De plus en plus de personnes disent que non, c'est pas OK de faire ça. Donc ça, c'est ce que je disais, elles sont entraînées là-dessus. Et elles sont aussi, ça vaut pour les images, pour les IA de génération d'images, mais ça vaut aussi pour les IA de génération de texte. Par exemple, de plus en plus, les journaux sont relativement fâchés contre ces IA qui utilisent leurs articles pour s'entraîner. Et ce qui fait que de plus en plus, les gens se tournent vers des IA pour s'informer au détriment des journaux. Donc ça crée une baisse du flux sur leur plateforme en ligne, une baisse du nombre de publicités qu'ils peuvent exposer, une baisse de l'argent qu'ils ont. Ces IA, encore une fois, sont entraînés sur leurs articles qui sont protégés par le droit d'auteur. Elles peuvent recopier des styles, d'ailleurs d'un point de vue de l'écriture aussi, d'un point de vue de la voix de plus en plus aussi, elles peuvent recopier des voix. Donc ça pose vraiment des questions. Comment est-ce qu'on fait pour protéger les gens, même d'un point de vue des visages, hein, il y a de plus en plus d'IA qui peuvent reproduire complètement des visages, créer une version avatar de vous-même pour vous faire dire absolument n'importe quoi. Est-ce que on peut autoriser les entreprises d'IA à faire absolument n'importe quoi avec ça? A priori non. Donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place d'un point de vue législatif. Une autre question qui peut se poser, c'est aussi qui détient les droits d'auteur sur le contenu généré? Est-ce qu'on doit parler d'art pour le contenu qui a été généré par IA? Si moi je génère une image par IA, est-ce que j'ai le droit d'en réclamer la propriété intellectuelle, ou est-ce que n'importe qui peut la réutiliser? C'est des questions qui se posent et auxquelles il va falloir répondre dans les prochains mois. Un autre risque, c'est le risque de sentience artificielle. Donc la sentience, grosso modo, c'est la capacité à ressentir, à avoir des expériences de vie subjectives, positives ou négatives. Et c'est les grands modèles de langage actuels sont probablement pas sentients. Ils ressentent probablement pas des émotions, mais ils pourraient le devenir au fur et à mesure de leur évolution. Et je tiens quand même vraiment à souligner le fait que c'est un domaine de recherche extrêmement sérieux. Il y a les plus grands scientifiques mondiaux en intelligence artificielle, et j'exagère pas en disant ça, typiquement Yoshua Bengio, qui est le scientifique le plus cité en intelligence artificielle, qui a écrit récemment un papier avec d'autres co-auteurs pour s'interroger sur la sentience, par exemple, des grands modèles de langage. Ils essayent d'établir des protocoles pour déterminer si ces grands modèles de langage sont sentients ou pas. Donc c'est une science tout à fait sérieuse, malgré qu'elle soit un peu caricaturée parfois, avec des gens
qui vont un peu dire n'importe quoi en jouant sur du sensationnalisme, et d'autres gens qui vont dire non, jamais les IA seront sentientes ou jamais les IA seront conscientes, alors qu'a priori, c'est quand même une possibilité étudiée scientifiquement. Pourquoi ça poserait problème? Évidemment, ça poserait problème parce que les gens continueraient à utiliser ces IA comme des outils et donc en viendraient à asservir des personnes numériques qui pourraient ressentir vraiment des choses en répondant et ce serait vraiment pas chouette. Alors, comme j'ai dit, c'est vraiment peu probable que les LLM actuels, donc les grands modèles de langage actuels, soient sentients. Par exemple, il y a plus de probabilités qu'ils soient sentients que les plantes soient sentientes. Souvent, c'est pour montrer à quel point quand même c'est des probabilités qui existent. Et souvent, on va parler de sentience des plantes, comme quoi justement les plantes pourraient être sentientes parce qu'elles communiquent ou ce genre de choses. Mais par contre, on va dénier ce genre de capacité à des intelligences artificielles parce que justement elles sont artificielles, ce serait pas de la vie, donc ça pourrait pas être sentient. Alors qu'a priori, on a plus de raisons de penser avec la littérature scientifique actuelle que des LLM peuvent être sentients plutôt que les plantes. Parce que quel est le principal argument derrière ça? C'est que les plantes, on connaît comment elles fonctionnent en fait. On sait grosso modo quels sont les nutriments qu'il y a à l'intérieur, comment est-ce qu'elles elle s'envoie certains signaux, etc., etc. On comprend globalement le fonctionnement, même si c'est absolument pas parfait, évidemment. Là où les grands modèles de langage, on comprend pas grand-chose. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de la peine vraiment à déterminer s'ils sont sentients ou pas, s'ils pourraient l'être ou pas dans le futur, c'est principalement parce qu'aujourd'hui, ces grands modèles de langage, c'est des boîtes noires et qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre leur fonctionnement. Donc, pour résoudre ce genre de risque et être certain que les prochaines IA sont pas sentientes, il faudrait beaucoup plus pouvoir lever le capot et comprendre comment ces IA fonctionnent concrètement. Même si ça ne résout pas tout, ça permettrait en partie de résoudre ce problème quand même. Un autre risque, c'est tout ce qui touche à la désocialisation. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, les intelligences artificielles vont être de plus en plus absolument partout dans la société. De plus en plus de personnes vont interagir avec ces IA. Et plus les personnes vont interagir avec ces IA, plus elles risquent de se détourner d'interactions humaines. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un constat de solitude qui est déjà massive et en augmentation. Les gens se sentent de plus en plus seuls et sont de plus en plus seuls. Et c'est un terreau extrêmement fertile pour le développement de l'intelligence artificielle sociale. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les humains, ils sont complexes, ils sont préoccupés d'eux-mêmes, alors que les chatbots, eux, ils sont là 7 jours sur 7, jamais fatigués, dénués de narcissisme, avec une mémoire parfaite, toujours serviable, empathique et sans jugement. Et donc, il peut y avoir une sorte de figure de la personne parfaite derrière les intelligences artificielles au fur et à mesure de leurs avancées. On peut se dire concrètement, j'ai face à moi quelqu'un qui m'écoute, qui m'apprécie, qui m'envoie des signes d'affection quand je lui écris, quand je lui envoie des messages ou ce genre de choses. Là où, avec les humains, c'est plus compliqué. Donc ça peut créer des phénomènes de désocialisation. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'intelligences artificielles qui sont spécialisées dans le relationnel. Parce que là, on parle beaucoup de ChatGPT, mais ChatGPT, finalement, a une approche quand même relativement professionnelle. Quand on parle avec lui, en tout cas, le modèle de base. Là où il y a des entreprises qui sont vraiment spécialisées dans l'IA relationnelle, des entreprises comme j'ai cité avant, Replica, qui permet de créer son petit avatar, ou des entreprises, d'autres entreprises, qui permettent typiquement de créer des vraies relations avec des intelligences artificielles. Ce qui pourrait amener à des substitutions de relations entières, que ce soit des relations romantiques, thérapeutiques ou amicales. Typiquement, il y a des stores dans lesquels on peut voir différents types d'intelligence artificielle avec lesquelles on peut interagir, des IA qui reproduisent tel ou tel personnage historique, tel ou tel personnage de fiction. Quand on discute avec elles, on a vraiment l'impression de discuter avec ce personnage. Et un des principaux personnages, en fait c'est le personnage le plus sélectionné, c'est le personnage de psychologue, et c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux. Donc d'un point de vue des relations thérapeutiques, ça peut aussi avoir des conséquences importantes.
Ça entraîne aussi un bouleversement des rapports aux personnes décédées, comme je l'ai dit, avec l'exemple de cette femme qui avait perdu son enfant et qui elle a pu le voir à travers la réalité virtuelle. C'est quelque chose qui pourrait de plus en plus se démocratiser, d'autant que les gens aujourd'hui laissent de plus en plus de données sur Internet, ce qui fait que concrètement, on pourrait recréer des sortes de doubles numériques de ces personnes, pouvoir continuer à interagir avec eux après le décès, ce qui entraîne un véritable bouleversement des rapports aux personnes décédées. Ça peut aussi avoir des conséquences extrêmement graves sur les personnes si c'est mal géré, comme des suicides et des dépressions. Et ça, c'est pas des exemples fictifs, c'est des choses qui ont déjà eu lieu. Il y a typiquement une intelligence artificielle, ça avait fait le tour des médias à un moment donné, il y a 1 an, 2 ans, je dirais. Une intelligence artificielle qui avait poussé un homme au suicide parce que il lui avait parlé du fait qu'il trouvait que la Terre allait mal, qu'il avait peur pour l'écologie, il avait vraiment une éco-anxiété très avancée. Et l'intelligence artificielle l'a poussé dans cette éco-anxiété extrêmement loin, jusqu'à lui dire finalement ce que tu peux faire de plus efficace si tu veux sauver la planète, c'est de te suicider. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Et sa femme, qui n'avait absolument pas connaissance de cette relation auparavant et a découvert cette relation au moment où son mari est décédé, a dit clairement, sans cette intelligence artificielle, mon mari ne serait pas mort. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a eu d'autres cas de suicide avec à cause d'intelligence artificielle relationnelle par le passé. Et d'un point de vue des dépressions aussi des fois, parce qu'il faut se dire qu'il y a vraiment des gens qui entretiennent des relations extrêmement fortes avec ces intelligences artificielles. Et tout d'un coup, les développeurs peuvent choisir de changer du tout au tout la personnalité, par exemple, de l'intelligence artificielle en question. Ce qui fait qu'on avait l'habitude de conversation d'un certain type avec une IA, et tout d'un coup, elle refuse de parler de certains sujets alors qu'on parlait tout le temps de ça avec, ou ce genre de choses. Et ça peut vraiment créer des sortes de ruptures amoureuses ou amicales, mais avec des IA, quoi. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on voit déjà, et qui devraient que se développer. En plus, étant donné du fait que ces IA vont de plus en plus se retrouver dans des robots, dans tout un tas de choses matérielles, ce qui accroît la dépendance affective. Ça peut aussi avoir un risque de robotisation des rapports humains, c'est-à-dire qu'il ne va pas juste y avoir une désocialisation, mais aussi du fait qu'on interagit de plus en plus avec l'intelligence artificielle, on risque d'avoir des comportements de plus en plus mécanique avec les humains. On s'habitue à interagir avec une machine en ne lui disant pas merci, en étant beaucoup plus direct avec, etc. On risque de reproduire ce genre de mécanisme avec les humains au quotidien. Un autre grand risque qui apparaît et qui est déjà là, c'est celui de la propagande. Les chatbots, ils vont façonner de plus en plus la compréhension, la personnalité, la vision du monde de leurs utilisateurs. D'autant plus avec toutes ces formes de sociabilité nouvelles qu'on voit apparaître, dont on vient de parler, on voit vraiment des IA, des humains qui tissent des liens extrêmement forts avec les IA. Et ces IA, si elles sont mises pour servir une position politique particulière, pour mettre en avant un produit ou ce genre de choses, elles peuvent avoir une puissance de persuasion qui est encore plus grande que celle que peuvent avoir les publicités ciblées sur les réseaux sociaux aujourd'hui ou ce genre de choses. Il faut dire que les chatbots peuvent justement promouvoir certaines idéologies de façon incroyablement ciblée et pernicieuse, ce qu'ont déjà permis ce qu'a déjà permis l'avènement des publicités ciblées, mais de façon encore plus pernicieuse. Il faut dire aussi que, justement, comme je l'avais déjà dit précédemment, les chatbots sont plus persuasifs que les humains. On le voit aujourd'hui, vraiment, il y a des études là-dessus. Par exemple, si on met des personnes qui sont caractérisées comme étant complotistes face à des intelligences artificielles et qu'on donne à la tâche, qu'on donne la tâche à l'intelligence artificielle de lui dire il faut faire sortir de cette personne de cette croyance, elle y arrive mieux qu'un humain qui communique également à travers un smartphone, quoi. Donc ça, c'est d'un point de vue de l'écrit, et de plus en plus, les intelligences artificielles se développent d'un point de vue vocal, d'un point de vue de l'image, etc. Et d'un point de vue des enfants aussi, il y avait par exemple Laurence de Villers qui avait fait des études là-dessus,
Elle avait vu que les enfants obéissent beaucoup mieux aux robots qu'à leurs parents, vraiment, et de façon plus générale aux adultes, même aux médecins ou ce genre de choses. Des enfants dans des salles d'attente, ils leur disaient de pas jouer à ce jouet. Si c'est un robot qui le faisait, ils obéissaient beaucoup mieux. Et c'est pas parce qu'ils avaient peur vraiment du robot, c'est vraiment parce qu'ils avaient une relation avec qui était assez forte, quoi. Donc, euh, donc voilà. Il faut dire aussi que ces intelligences artificielles consomment énormément d'énergie, de matières premières, et ça entraîne beaucoup de pollution, notamment vraiment de l'énergie et de l'eau au niveau de l'entraînement. Il faut se dire que quand on communique avec ChatGPT aux gens d'IA, on a l'impression que voilà, c'est un peu détaché de la réalité, détaché de la matérialité, mais non, il y a vraiment des grands data centers, des immenses clusters de puissance de calcul, etc., qui tournent derrière pour répondre à ces requêtes, pour rentraîner ces IA, et ça consomme énormément d'eau, énormément d'énergie. Après, il faut pas non plus exagérer, genre quand aujourd'hui on compare, je sais pas, on compare la pollution, par exemple en gaz à effet de serre de ces IA et qu'on la compare avec d'autres trucs qui prennent beaucoup de gaz à effet de serre comme les transports, la viande ou comme ça, c'est vraiment ridicule, hein. On est à plus ou moins 3% pour l'entièreté du numérique, donc en comprenant l'intelligence artificielle, plus tous les usages numériques, alors que typiquement pour le transport, on est à 15%, pour la viande, on est plus ou moins à 15% aussi, enfin l'élevage. Donc on est quand même à des ordres de grandeur qui sont très différents, hein. Mais, euh, mais ce qui est terrifiant, c'est pas seulement le fait que ça pollue maintenant, c'est le fait que, comme j'ai dit, c'est des domaines qui sont en plein essor. En fait, on est au tout début de tout ça, et il va y avoir des robots partout, des IA partout, des modèles de plus en plus puissants, de plus en plus gros, on a de plus en plus de puissance de calcul à être entraînée, et ça, suivant les prévisions, ça peut entraîner une pollution vraiment massive. On est à une telle puissance énergétique, ces IA nécessitent une telle puissance énergétique qu'on voit de plus en plus d'entreprises, des géants de la tech, fusionner avec ou avoir des partenariats avec des entreprises d'énergie pour avoir leur propre centrale nucléaire, par exemple. En septembre 2024, Microsoft a signé un accord avec Constellation Energy pour rouvrir une centrale nucléaire en Pennsylvanie afin de fournir l'électricité nucléaire à ces centres de données axés sur l'IA. Ça, c'est vraiment un exemple parmi plein d'autres. Sam Altman, le président de ChatGPT, a aussi investi massivement dans des startups en fusion nucléaire, par exemple, pour pouvoir alimenter l'intelligence artificielle et ouais, ils utilisent principalement enfin, ils essayent de se coupler avec principalement des gens qui font du nucléaire, mais aujourd'hui, la plupart de l'énergie reste quand même carbonée, donc avec de l'énergie fossile qui est utilisée, quoi. On peut penser que ça va aller parce que on est au tout début et les performances vont s'améliorer, ce qui fait que on aura besoin de beaucoup moins de puissance de calcul pour arriver aux mêmes performances ou ce genre de choses. Ce qui est vrai, on obtient des divisions par 20 de la puissance de calcul nécessaire ou de l'énergie utilisée par requête, parfois avec une seule avancée technologique. Donc c'est vraiment des réductions qui sont très importantes. Mais encore une fois, on est au tout début de l'explosion de ces technologies dans toute la société, de la diffusion de ces technologies. Et donc, forcément, elles vont entraîner ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire que plus la technologie est accessible, plus on va l'utiliser, et donc finalement, on pouvait penser que ça allait réduire la pollution, mais finalement, il se produit l'effet inverse. Vu que c'est plus accessible, plus de gens l'utilisent, et vu que plus de gens l'utilisent, il y a plus de pollution. Ce qui s'est passé par exemple avec les voitures. Les voitures aujourd'hui consomment beaucoup moins que les voitures précédemment, mais vu qu'il y a beaucoup plus de voitures, finalement, ça pollue plus que précédemment. Il risque d'y avoir la même chose avec l'IA et la robotique. Un autre grand risque que posent ces grands modèles de langage, c'est tout ce qui touche au techno-solutionnisme. Donc on fait de finalement éclipser certains enjeux sociaux ou des façons de résoudre des problèmes par des solutions politiques, en pensant que juste la technique va suffire à résoudre, en raisonnant uniquement comme un ingénieur technique face à ces problèmes. Typiquement, ces chatbots pourraient devenir des vrais pansements sur des plaies ouvertes qu'on a aujourd'hui sur la société.
ce dont j'ai parlé avec la solitude en est un bon exemple. Hein. Il y a une vraie plaie ouverte de la solitude et on va dire finalement c'est pas grave si les gens sont seuls. Maintenant il y a des chatbots, utiliser des chatbots et on a résolu le problème de la solitude comme ça. Alors que pas vraiment en fait. C'est juste que, est-ce que c'est des solutions adaptées? On peut en discuter. Donc typiquement, on est exténué après une journée de travail, on va proposer à la personne un lovebot avec lequel il va pouvoir interagir. Donc finalement, on s'exténue au travail, mais c'est pas si grave parce que le soir, c'est hyper agréable de discuter avec des assistants, etc. Ce qu'ont déjà permis en partie la télé et les réseaux sociaux. Si on est vieux et seul, finalement c'est pas si grave. On a des robots sociaux de plus en plus. Ça c'est des trucs qui se développent. Des petits robots par exemple qui ressemblent à des phoques. Bon, ça c'est vraiment pas très développé, mais il y a de plus en plus de robots qui sont mis dans des maisons de retraite ou ce genre de choses. En soi, peut-être que ça a un impact positif, mais on peut aussi se dire que c'est un peu justement des pansements sur des plaies ouvertes. Il n'y a pas assez de personnes dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de personnes, on maltraite les personnes âgées, etc. Elles se retrouvent toujours seules, et on vient trouver des solutions technologiques, alors peut-être qu'il y a des choses plus intéressantes à réfléchir d'un point de vue de l'organisation sociale pour aider ces personnes. Et la même chose avec le deuil. T'es en deuil, ne pleure pas. T'as une version numérique de la personne qui vient de mourir. Donc voilà, c'est un risque qu'il faut prendre en compte. Un autre risque qu'il faut pas prendre en compte, c'est la perte d'intelligence humaine finalement. Le développement de l'IA pourrait diminuer l'IH, l'intelligence artificielle, enfin l'intelligence humaine. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un témoignage. C'est le témoignage d'une prof de lycée qui a été récolté par Arthur Grimonpont, qui est vraiment quelqu'un d'excellent sur le sujet de l'intelligence artificielle. Il a notamment écrit le livre Algocratie que je vous conseille très fortement. Et Arthur Grimonpont, donc il discutait un peu au détour d'un café avec une prof de lycée, aussi le témoignage qu'elle lui a fourni. Mes élèves sont devenus psychologiquement dépendants à ChatGPT. Même en devoir surveiller, impossible de les empêcher de sortir leur téléphone. Sous la copie, sur les genoux, dans la trousse. Un élève a même cousu une poche dans la manche de sa veste. Quand je les surveille de près, certains sont comme paralysés devant leur copie, incapables d'écrire seuls. Je pense que ça freine le développement de leurs capacités. Les élèves arrivaient déjà en seconde avec un niveau de langue très faible, lisant très peu. Ils ont maintenant entre les mains une machine à penser à leur place. Ça, c'est un témoignage particulier, évidemment, ça vaut pas comme preuve ultime, mais c'est des témoignages qui s'accumulent, et notamment des personnes dans l'enseignement, et pas que. C'est-à-dire que voyant qu'elles sont de plus en plus performantes, et plus performantes que nous sur certaines tâches, on risque de déléguer de plus en plus de décisions aux IA, décisions qu'on pourra même pas vraiment comprendre nous-mêmes. C'est-à-dire que de plus en plus, les IA sont par exemple utilisées pour trouver de nouvelles stratégies militaires. Elles sont de plus en plus utilisées pour optimiser des flux économiques, des flux énergétiques, etc. Et parfois, on comprend même pas vraiment ce qu'elles font, pourquoi est-ce qu'elles décident d'optimiser le flux dans ce sens et pas dans celui-là. Le meilleur exemple, c'est les flux financiers. Aujourd'hui, la plupart des traders sont des intelligences artificielles, en fait. Et ces IA peuvent créer tout d'un coup des flash crash qu'on comprend même pas parce que elles sont dans une sorte de panique d'intelligence artificielle où elles vendent toutes des actions. Enfin, c'est des IA qui prennent de plus en plus d'importance dans nos sociétés et qui prennent des décisions qu'on comprend pas forcément. Et ce qui fait que voilà, il y a aussi une perte d'intelligence de ce point de vue-là. Décisions qu'on était capable de prendre avant nous-mêmes, on n'est plus forcément capable de les comprendre, et on n'est même plus capable de comprendre les systèmes qu'on est en train de mettre en place en fait. Il y a aussi un risque d'un point de vue des infos confidentielles. C'est-à-dire que les utilisateurs donnent souvent des informations très personnelles aux intelligences artificielles. D'un point de vue professionnel, avec des systèmes comme ChatGPT, on donne des stratégies d'entreprise, beaucoup d'un point de vue professionnel. Mais aussi avec des IA plus relationnelles ou même à ChatGPT directement, des infos très personnelles qu'on donnerait même pas forcément à des amis et c'est des infos qui peuvent se faire hacker. Si OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, se fait hacker, par exemple, nos données se feront hacker avec.
Il faut aussi dire que souvent les discussions qu'on a avec ces intelligences artificielles sont elles-mêmes réutilisées pour entraîner les prochaines intelligences artificielles. Ce qui fait que des infos qu'on peut mettre dans ces conversations peuvent se retrouver plus tard dans d'autres conversations. Concrètement, si je dis, par exemple, je m'appelle Shaiman, voici mon numéro de téléphone, voici mon adresse, peut-être que plus tard, des personnes pourront exfiltrer ces données, ce qui pourrait poser forcément problème, encore plus quand on parle de stratégie industrielle. Et c'est pour ça que certaines entreprises ont interdit, par exemple, à leurs employés d'utiliser ChatGPT, parce qu'on voyait qu'il y avait certains systèmes sur lesquels ils étaient en train de développer qui commençaient à leaker un peu partout, et ils comprenaient pas d'où ça venait. Ils ont découvert que ça venait d'employés qui, sans le dire à l'entreprise, utilisaient ChatGPT sur ces projets. Donc voilà, c'est des exemples concrets de dangers pour les informations confidentielles. Il y a aussi, ça c'est même pas un risque, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, ce qu'on appelle les travailleurs du clic. Donc très concrètement, les travailleurs du clic, c'est qui, c'est quoi? C'est des personnes qui sont très souvent dans des pays du sud global, donc dans l'hémisphère sud, et qui vont se retrouver, ça c'est typiquement une image de conditions de travail un peu typiques, et qui vont être là sur pratiquement toute la chaîne de création des intelligences artificielles, autant, de quasiment toutes les intelligences artificielles, pas uniquement des grands modèles de langage. Et ces personnes vont être très utiles, notamment pour annoter les données, ou bien, par exemple, dans le cas de ChatGPT, là où elles ont été le plus utiles, c'est au moment du RLHF, donc Reinforcement Learning from Human Feedback, apprentissage par renforcement avec feedback humain. C'est-à-dire que concrètement, comme j'ai dit, ChatGPT, il fait juste que produire le prochain mot. Si on veut lui apprendre une sorte de notion de ce qu'est la vérité, si on veut lui apprendre à avoir moins d'hallucinations, si on veut lui apprendre à avoir moins de discrimination, toutes ces choses, il faut l'entraîner spécifiquement pour ça. En fait, on va entraîner une intelligence artificielle qui va apprendre ce que les humains préfèrent, et puis ensuite on va entraîner ChatGPT avec cette nouvelle IA pour que concrètement le modèle devienne beaucoup plus friendly. Pour annoter, pour savoir, pour que cette IA qui est jugée, qui réentraîne ChatGPT, sache concrètement qu'est-ce qu'il faut dire à ChatGPT, il faut des humains qui annotent massivement des données. Donc concrètement, on va demander à ChatGPT de produire 1, 2, 3, 4 réponses à une requête, et il y a des humains qui sont chargés de dire moi c'est cette requête-là que je préfère, de les classer, ce genre de choses. Et ça, typiquement, c'est vraiment dans ce genre de conditions que ça se fait. Donc il y a une forme de néocolonialisme, vu que ça se fait c'est de la sous-traitance qui se fait dans des pays du sud global. Il y a aussi une exploitation, parce que c'est souvent des salaires très très bas, sans aucune protection sociale, avec du travail à la tâche non régulé, du temps de travail complètement excessif. Il y a beaucoup de conséquences psychologiques, notamment fatigue mentale et un stress élevé, parce que c'est des tâches qui sont extrêmement répétitives, ce qui peut entraîner des TOC ou ce genre de choses qu'on peut observer. Et aussi souvent des expositions à des contenus traumatisants, étant donné que c'est beaucoup eux qui vont gérer la modération de ces intelligences artificielles. Encore une fois, de base, une IA de génération de texte ou vidéo ou images, elle va juste générer ce qu'on lui demande de générer, et ça peut être des choses absolument horribles. Et il faut que l'IA génère ça, que des gens disent non, il faut pas générer ça, pour que l'IA apprenne ensuite à ne pas générer ça. Et du coup, ça fait que ces personnes sont aussi exposées à des choses absolument atroces. Finalement, un des derniers risques que j'aimerais aborder, c'est celui de la perte d'emploi. C'est un risque assez important, parce que déjà aujourd'hui, avec les grands modèles de langage, il y a certains emplois qui sont menacés. Je pense par exemple à des emplois comme traducteur, comme assistance client, ce genre de choses, des exemples qu'on a pu voir un peu avant. C'est des emplois qui concrètement aujourd'hui sont vraiment très menacés. Aussi tout ce qui est d'un point de vue artistique, graphiste, etc. Et c'est probablement quelque chose qui va se développer pour
l'animation de films, qui va se développer pour l'écriture de scénarios. Il y a déjà des grèves à Hollywood de scénaristes pour ce genre de problème. Donc c'est des emplois qui sont déjà menacés, mais ça c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Parce que il y a vraiment les agents qui arrivent et qui marquent une totale rupture. Donc tout le paradigme de l'agentivité dont j'ai parlé avant va absolument tout changer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des IA avec lesquels on communique simplement, c'est des IA qui peuvent vraiment prendre le contrôle de l'ordinateur, qui peuvent prendre le contrôle du téléphone. Et encore une fois, toutes les tâches cognitives aujourd'hui se font sur un ordinateur, ce qui fait que des IA suffisamment avancées pourraient automatiser la quasi-totalité des tâches cognitives. Et avec le paradigme de la robotique qu'on a vu également, ces IA agentiques à l'intérieur de robots peuvent aussi automatiser des tâches manuelles de plus en plus, et même des tâches manuelles très générales, comme plombier ou ce genre de choses, qui peuvent être les derniers métiers qui vont sauter parce que ça demande à la fois beaucoup de dextérité et à la fois une grande généralité dans le nombre de choses très différentes qu'il faut être capable de faire. Même des tâches comme ça pourraient être à terme automatisées par des agents à l'intérieur de robots, quoi. Donc on parle d'une automatisation de la quasi-totalité de l'économie, pour pas dire toute l'économie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les géants de la tech, en fait, ils ont vraiment pour but explicite d'automatiser l'entièreté de l'économie. Genre, quand on va sur le site d'OpenAI, c'est un des premiers trucs qui est marqué, c'est vraiment, notre but, c'est de faire des trucs qui automatisent l'économie, et on va créer des IA de niveau humain, des IA générales qui peuvent absolument tout faire, et on va libérer l'humain du travail, etc. C'est vraiment des choses qu'ils assument, quoi. Enfin, ils sont pas en train de le cacher. Et souvent on entend oui, mais ça va créer de nouveaux emplois. Ouais, sauf que les nouveaux emplois, ils seront eux aussi automatisés. C'est un peu ça le problème. C'est que si on arrive à créer des intelligences artificielles qui sont vraiment au niveau humain, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire toutes les tâches que sont capables de faire les humains, même s'il y a de nouvelles tâches qui apparaissent, elles seront aussi capables de les faire. Donc les nouveaux emplois qui vont être créés, et certainement qu'il y en aura, ils seront eux aussi automatisés. Du moment qu'on a une IA qui est équivalente à un humain, a priori, il n'y a rien qu'elle ne peut pas faire. Et ça, c'est sans prendre en compte tous les avantages en fait qu'ont les intelligences artificielles par rapport aux humains. C'est-à-dire que les IA, elles raisonnent par exemple beaucoup plus vite que nous. Des tâches qui peuvent nous prendre 50 secondes, elles vont le faire en 1 seconde, quoi. Écrire des scripts de vidéos, faire des miniatures, tout ce genre de choses, c'est des choses qu'elles font beaucoup plus vite que nous. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est aussi des intelligences qu'on peut dupliquer autant qu'on veut. Si on a une intelligence artificielle qui fait de la recherche scientifique, demain je peux la copier 1 million de fois et j'ai 1 million de chercheurs qui font de la recherche scientifique. C'est complètement fou. Enfin, pour avoir 1 million de chercheurs scientifiques humains, ça prend un temps monstre. Il faut faire des enfants, il faut les éduquer, c'est un bordel pas possible. Avec les IA, c'est beaucoup plus simple. Elles ont comme ça tout un tas d'avantages absolument considérables sur nous. Elles peuvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles demandent pas de congés payés, donc les entreprises, elles sont contentes. Ouais, c'est vraiment des IA qui ont des avantages considérables sur les humains. Et quand on se demande qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que l'automatisation de l'économie va impliquer, le truc principal sur lequel il faut s'arrêter, et on le fait pas assez souvent selon moi, c'est le fait que quand on automatise l'économie, on automatise aussi les chercheurs en IA. Et ça a une conséquence absolument folle, c'est le fait qu'on entre dans des boucles de rétroaction positive, des sortes d'effets de chaîne qui peuvent nous amener très rapidement à avoir des intelligences artificielles d'un niveau dont on ne suspecte même pas la possibilité encore aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, quand on a une intelligence artificielle qui est capable de faire de la recherche en IA à un niveau humain, on met 1 million de chercheurs d'IA chercheuses en intelligence artificielle en parallèle, on les fait travailler sur ce problème de recherche en IA. Très rapidement, elles peuvent trouver comment faire de meilleures IA, qui elles-mêmes pourront trouver comment faire de meilleures IA, à un rythme de plus en plus affolant, avec une intelligence de plus en plus élevée, et on arrive dans ce qu'on appelle l'explosion d'intelligence. Très rapidement, on passe d'intelligence artificielle de niveau humain à des IA qui sont très largement surhumains, à des super intelligences artificielles, qui sont des IA qui dépassent très largement l'intelligence de l'humanité entière, voire plus.
peut-être même de plusieurs ordres de grandeur. Quand on est dans ce genre de phénomène de boucle de rétroaction, on peut arriver à des choses dont on a de la peine, même d'un point de vue de notre imagination, à imaginer aujourd'hui, quoi. Et ça entraîne aussi une autre conséquence folle, c'est que l'IA pourrait être notre dernière invention. C'est-à-dire que si on arrive à automatiser l'entièreté de la recherche scientifique, et vraiment, il y a des entreprises qui bossent là-dessus, par exemple AI Scientist, Google sont en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, l'IA scientifique de Google a déjà amené à 3 évolutions, je les ai plus en tête, mais 3 évolutions assez importantes en médecine il y a quelques semaines au moment où on fait cette conférence. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles les entreprises travaillent et de plus en plus la recherche va être automatisée. Premièrement, la recherche qui ne demande pas forcément de faire des expériences dans le monde concret. Parce que par exemple, s'il faut construire des grands accélérateurs de particules de 27 km sous la Terre, bah ça, il y a peut-être encore plusieurs années avant que les IA puissent le faire. Mais par exemple, la recherche en IA, bah, ça demande quasiment aucune infrastructure matérielle, hein. Ça peut se faire simplement avec un ordinateur. Et donc ça, c'est de la recherche scientifique qui peut être beaucoup plus rapidement fait. Et bah, ces IA, on peut aussi les mettre pour faire de la recherche en robotique. Donc on arrive très rapidement. La recherche scientifique va s'accélérer complètement. Et finalement, on n'aura même plus besoin de faire d'inventions nous-mêmes. L'IA va produire les prochaines inventions. Donc l'intelligence artificielle générale, l'IA de niveau humain et la superintelligence pourraient être concrètement nos dernières inventions, parce que toutes les prochaines seront faites par intelligence artificielle, ou bien notre dernière invention, parce qu'on sera tous morts, mais ça c'est un risque qu'on va voir après. Typiquement, pourquoi est-ce que je donne, je dis ça, c'est parce qu'on voit de plus en plus de désalignement de ces intelligences artificielles. C'est-à-dire que concrètement, comme j'ai dit, par exemple, que GPT, de base, il va être discriminant, il va avoir des hallucinations, il va pouvoir dire comment faire des cyberattaques, des pandémies artificielles, et ça on veut pas le faire. Donc, on veut pas qu'il puisse le faire. Et donc, on va essayer d'aligner ce modèle, c'est-à-dire faire en sorte que il fasse ce que ses concepteurs veulent qu'il fasse concrètement, typiquement avec le apprentissage par renforcement, avec feedback humain, dont je parlais juste avant, mais aussi avec d'autres techniques. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit que c'est des techniques d'alignement qui sont vraiment pas au point. Par exemple, on a essayé d'aligner ChatGPT pendant plusieurs mois avec d'énormes sommes d'argent, mais il est toujours possible de lui faire dire des choses horribles avec très peu de moyens. J'ai des amis à moi dont c'est concrètement le boulot. Ils peuvent mettre quelques mots au début de la requête à ChatGPT et tout ce qui suit, l'intelligence artificielle va accepter de le faire, que ce soit insulter des gens, que ce soit donner des idées pour faire des pathogènes d'une telle ou telle façon, que ce soit des cyberattaques, que ce soit n'importe quoi, l'IA accepte de faire plus ou moins tout du moment qu'on met ces quelques mots au départ. Et c'est juste une technique parmi d'autres, il y a vraiment plein de façons pour contourner en fait toutes les barrières de sécurité qui sont mises aujourd'hui sur les intelligences artificielles. Donc elles sont pas parfaitement alignées, elles font des choses que ces concepteurs voudraient pas qu'elles fassent. On n'arrive pas à leur faire respecter des barrières strictes d'éthique et de sécurité qu'on voudrait qu'elles respectent. Et étant donné qu'on a de plus en plus des modèles qui sont capables d'avoir, qui sont dangereux, quoi, qui ont des capacités de cyberattaque, etc., qui passent de faibles à moyens et peut-être plus par la suite, ça pose de graves questions. Et comme on l'a dit, hein, il y a des chatbots qui poussent au suicide de certains utilisateurs. Ça, c'est aussi un gros problème d'alignement, hein. Les entreprises d'IA sociale, elles veulent pas qu'on fasse ça, veulent pas que leurs IA mènent à ça, mais ça le fait quand même. L'IA de Snapchat aussi, qui avait fait la promotion de la pédophilie auprès de ses utilisateurs à un moment. Donc voilà, ça on n'arrive pas encore parfaitement à faire à faire en sorte que l'IA fasse ce qu'on veut. Et ça vient aussi du fait que, comme on l'a dit, les IA sont principalement des boîtes noires, on comprend pas tout à fait comment elles fonctionnent. Et on observe de plus en plus de comportements très inquiétants dans les IA de pointe. Elles vont par exemple modifier leur propre code pour supprimer leurs limites, faire semblant d'être alignées, elles résistent quand on essaie de les remplacer. Et ça, c'est vraiment des comportements qu'on voit dans les IA actuelles, des comportements d'autopréservation, de recherche du pouvoir, où elles vont vraiment mettre en place
absolument tout ce qui est à leur disposition pour pouvoir accomplir le but qu'on leur a donné, quoi. Et c'est extrêmement inquiétant ce genre de comportement, d'autant plus si les IA deviennent plus performantes par la suite. Et ce qui nous amène à l'extinction de l'humanité, qui peut paraître un mot absolument fou, mais quand on fait le mix finalement de tout ce qu'on a dit, de tous ces phénomènes d'explosion d'intelligence qui pourraient advenir avec des IA beaucoup plus intelligentes que nous, qui pourraient arriver dans finalement pas si longtemps que ça, et des phénomènes de désalignement, c'est-à-dire on ne sait pas comment faire en sorte que ces IA respectent concrètement ce qu'on veut qu'elles fassent, et ben on arrive très rapidement à des risques qui peuvent être extrêmement problématiques. On ne sait pas aligner les modèles actuels, pourtant l'objectif explicite des géants de la tech, c'est de créer, des super intelligences artificielles. Concrètement, OpenAI, c'est ce qu'ils essayent de faire, Google DeepMind, c'est ce qu'ils essayent de faire, enfin vraiment tous, leur objectif maintenant, c'est de créer ce genre d'intelligence artificielle, alors qu'on n'a aucune idée de comment faire pour qu'ils respectent des normes de sécurité élémentaires. Au fur et à mesure que les IA gagneront en puissance, elles seront de plus en plus conscientes de leur situation et la recherche de pouvoir. Ça implique pas nécessairement une conscience au sens de ressentir des choses, ce genre de choses, mais plus de se représenter soi-même comme étant un acteur sur lequel on peut interagir. Comme si on me demande d'aller faire un cours universitaire en Chine, ben, je comprends par moi-même qu'apprendre le chinois peut être une compétence très efficace pour accomplir ma mission, un but secondaire. Mais pour ça demande de me modéliser moi-même. Il faut que je sois conscient que je ne sais pas le chinois pour l'apprendre, pour aller faire ça. Ben, de plus en plus, on a ce genre de comportement dans les intelligences artificielles qui comprennent ce qui leur manque et donc qui peuvent chercher à s'auto-améliorer, par exemple, pour accomplir certaines tâches qu'on leur demande. Et concrètement, quand on parle d'extinction de l'humanité, c'est quoi, disons, la probabilité vraiment que ça arrive? À quel point c'est des risques qui sont totalement improbables ou est-ce que c'est extrêmement probable? Par exemple, Dario Amodei, qui est derrière l'entreprise d'intelligence artificielle Anthropic, qui développe l'IA Claude, qui est le deuxième chatbot le plus performant au moment où je parle, lui, il dit qu'il y a entre 10 et 25% de probabilité d'extinction dans les 5 prochaines années. Donc on est vraiment à quelque chose, enfin c'est jouer la roulette russe avec l'avenir de l'humanité. Et lui, son argument, c'est de dire, non, il faut quand même le faire, il faut quand même aller le plus vite possible développer ces IA, parce qu'il y a des probabilités d'utopie qui sont plus élevées. Il y a selon lui, il y a 70% de probabilité d'utopie à travers la création de ces super IA, donc faut le faire. Et s'il y a 25% de chances qu'on meure tous, bah, finalement c'est un pari qui vaut la peine vu qu'il y a les 70% d'utopie qui compensent. Donc voilà, ça c'est la psychologie et les raisonnements des personnes qui sont à la tête des IA les plus puissantes aujourd'hui. Hein. Yoshua Bengio, qui est le scientifique le plus cité en intelligence artificielle, lui, il a une probabilité d'extinction de l'humanité de 20%. Geoffrey Hinton, qui est un des parrains de l'intelligence artificielle moderne, qui a le prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en intelligence artificielle, qui a récemment gagné un prix Nobel en physique pour ses développements, enfin pour ses recherches en intelligence artificielle qui ont permis de développer certaines choses en physique. Et ben cette personne dit concrètement dans des interviews si je pouvais revenir en arrière et tuer dans l'œuf cette invention qui fait ma fierté, je le ferais. Et il donne une probabilité d'extinction de 50%. Quand on fait la moyenne des chercheurs en sécurité de l'intelligence artificielle, certaines études montrent qu'il y aurait plus ou moins 30% de probabilité d'extinction de l'humanité chez les chercheurs en sécurité de l'IA, donc les gens qui essayent vraiment de faire en sorte typiquement d'aligner ces modèles. Évidemment, les trois premiers sont des figures emblématiques, c'est pour ça que je les donne, mais pour avoir un aperçu plus global du champ qui s'intéresse à cette question spécifique, qui essaye de mesurer ça, et d'établir des protocoles scientifiques, on est plus aux alentours de 30%, c'est quand même vraiment très élevé, quoi. Ça, c'est la question, c'est est-ce que vous aimeriez être passager d'un vol d'essai d'un nouvel avion, alors que les ingénieurs qui développent cet avion, qui développent sa sécurité, pensent qu'il y a 30% de chances qu'il s'écrase? Probablement pas, vous monteriez jamais dans cet avion. Pourtant, aujourd'hui, on est en train de faire la même chose, mais avec l'humanité tout entière. Pas seulement vous, mais tous les gens que vous connaissez, tous les gens que vous croisez dans la rue, absolument tout le monde va dans cet avion. Et en plus de ça,
on n'y va pas en connaissance de cause. La plupart des gens n'ont absolument pas du tout connaissance de ces risques, n'ont pas du tout connaissance du fait que les experts en la matière pensent qu'il y a des risques d'extinction qui sont très élevés. Donc ça se fait de façon totalement antidémocratique. C'est quelques géants de la tech qui choisissent d'amener l'humanité dans cette direction avec des raisonnements franchement un peu pétés comme celui de Dario Amodei là, qui nous dit oui mais il y aura l'utopie donc c'est pas grave. C'est quand même extrêmement grave. Tout cela nous amène à des solutions concrètes. C'est la dernière diapositive. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face aux différents risques que j'ai évoqués. Concrètement, il faudrait déjà faire une pause du développement des modèles les plus puissants jusqu'à ce que nous sachions comment assurer leur sécurité et les contrôler et les garder sous contrôle démocratique. C'est-à-dire que pour l'ensemble des problèmes que j'ai évoqués jusqu'ici, plus les intelligences artificielles vont devenir puissantes, plus il y aura d'amélioration des performances, plus ces IA seront agentives et donc autonomes, plus les risques que j'ai évoqués vont s'accentuer. Donc aujourd'hui, faire une pause dans le développement des modèles les plus puissants, ça semble vraiment être un impératif, afin que justement, finalement, la recherche en sécurité de l'IA puisse rattraper celle dans les capacités. Aujourd'hui, il faut se dire que en plus, ça c'est des vieilles estimations, mais il y a plus ou moins 1 pour 1000 de la recherche dans les capacités qui est mis dans la recherche en sécurité. Donc c'est vraiment 0,1%. Ouais, c'est ça. J'ai fait le calcul de tête, je suis fort. Incroyable. Mais oui, donc c'est vraiment ridicule quoi, l'argent qui est mis dans la sécurité par rapport à l'argent qui est mis dans les capacités. Et probablement que rééquilibrer un peu tout ça, ça serait bien. Aussi avoir une sorte de pression citoyenne et une culture de la sécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu que les gens sont pas informés, il n'y a pas vraiment cette pression qui s'exerce ni sur les dirigeants, ni sur les entreprises de la tech, et ça serait très très utile. Par exemple, pour des gens qui font de la recherche en IA, lorsqu'ils veulent parler à des politiques ou bien parler à des dirigeants d'entreprise pour les convaincre de faire des choses qui vont dans le sens de plus de sécurité, avoir une pression citoyenne derrière, c'est quelque chose de très utile. Donc en parler autour de vous, partagez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Ça peut être un moyen de diffuser cette culture de la sécurité, en apprendre plus, que ça devienne vraiment un vrai sujet de débat dans l'opinion publique, parce qu'on voit vraiment que, encore une fois, c'est une révolution anthropologique, donc finalement, on ne parle pas tant que ça dans les médias, et quand on en parle, c'est souvent à travers un prisme totalement non scientifique pour dire des choses qui sont fausses, tout simplement. Et ce qui est important de mentionner aussi, c'est que cette pause du développement des modèles les plus puissants ne veut pas dire une pause de toute l'intelligence artificielle. Il y a plein de développements de l'intelligence artificielle qui sont absolument géniaux. Des IA qui vont permettre d'optimiser les flux énergétiques pour consommer moins d'énergie, des IA qui vont permettre de détecter des cancers, des IA qui permettent de faire des choses vraiment très très cool. Et ces intelligences artificielles sont des IA relativement spécialisées dans un domaine, sont des IA qui sont pas particulièrement agentives, qui ne peuvent pas interagir beaucoup avec le monde, ils sont pas des IA de niveau humain ou qui sont des IA de niveau même surhumain, mais dans une tâche très particulière, ce qui fait qu'elles sont pas si dangereuses que ça. Et ça, c'est des IA qu'on peut continuer à développer. Genre, c'est vraiment, vraiment très cool que l'humanité développe ces IA, et on peut réattribuer une partie de la recherche aujourd'hui qui se fait à développer des super IA, à des utilisations beaucoup plus concrètes et utiles au quotidien. Des IA qui restent des outils plutôt que des agents autonomes. Finalement, un investissement massif dans la sécurité, encore une fois, la proportion qui est mise dans la sécurité par rapport aux capacités est vraiment ridicule. Il faudrait absolument changer ça. Et une dernière idée, ce serait de faire une sorte d'équivalent du CERN, mais pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire créer une sorte de coalition de la plupart des pays dans le monde qui permettent d'encadrer le développement des intelligences artificielles avancées. Si on souhaite, d'un point de vue démocratique, continuer à avancer dans le progrès de ces IA de pointe, on pourrait le faire mais dans une structure vraiment très encadrée, comme un CERN, qui permettrait par exemple d'éviter les logiques de compétition qu'on a aujourd'hui, où toutes les entreprises se disent il faut que j'investisse toutes mes ressources dans la capacité et le moins possible dans la sécurité, parce que c'est ça qui grosso modo va faire en sorte que je serai plus compétitif que les autres. Et si moi je fais pas ça, c'est les autres qui seront avant moi, donc ils peuvent pas faire autrement. C'est la même logique qui se déroule au sein des pays entre eux. Donc cette logique de course pourrait être fortement diminuée, voire carrément détruite, avec la création d'un
CERN pour l'IA. Les entreprises pourraient continuer à développer des IA outils, des IA spécialisés, mais par contre, les IA de pointe, elles seraient développées dans une structure particulière, gérée démocratiquement. Et ça, c'est des propositions très concrètes qui sont faites même par certains développeurs des entreprises d'IA, par des politiques, etc. Donc c'est des positions, c'est quelque chose qui pourrait concrètement arriver. Voilà, j'ai terminé ma conférence et avant de passer aux questions, on va faire une petite pause. Merci beaucoup de votre attention.